Alors que le monde a les yeux rivés sur l'intelligence artificielle et les actions technologiques, un actif vieux de 5000 ans est en train de réaliser une performance 2 fois plus élevée que le S&P 500 sur les 25 dernières années. En ce début 2026, l'or a brisé tous ses records historiques, franchissant un sommet à plus de 5600 $ l'once. Mais attention, si l'or explose, ce n'est pas par hasard. C'est le signal d'alarme d'un système monétaire vieux de 50 ans qui est en train de se fragmenter sous nos yeux. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer les 3 piliers qui expliquent cette explosion. Mais je vais aussi vous montrer vers où l'or est en train de migrer. Nous comparons ensemble les différents moyens pour investir, de l'or physique aux sociétés minières, en passant par les ETC or, avec les avantages, les risques et aussi la fiscalité de 2026. Et restez bien jusqu'à la fin car je vous partagerai également ma stratégie personnelle et la part exacte d'or que je détiens dans mon portefeuille. Je suis Alexis, je parle d'investissement et d'économie mais aussi d'espace et de culture. Alors si ces sujets te plaisent, n'hésite pas à t'abonner. C'est parti! Avant de plonger dans les explications de cette explosion record, il faut se poser une question fondamentale. Pourquoi l'or et pas le blé ou le cuivre? Si ce métal fascine depuis des millénaires, c'est parce qu'il possède des propriétés physiques uniques qui en font l'actif de choix par excellence. D'abord, l'or est inaltérable. Il ne rouille pas, ne s'oxyde pas et ne disparaît jamais. Pour l'anecdote, la quasi-totalité de l'or extraite depuis l'Antiquité existe encore aujourd'hui sous une forme différente. À cela s'ajoute sa rareté, car contrairement au diamant, on ne peut pas le fabriquer en laboratoire. Il est également divisible, ce qui permet de l'échanger facilement. Mais son véritable pouvoir, c'est son caractère universel. Quand je dis universel, c'est qu'il est reconnu comme une preuve de richesse partout sur la planète, sans exception. Si vous voyagez avec des euros, vous dépendez d'un bureau de change. Mais avec une pièce d'or, que vous soyez devant un banquier à New York ou un agriculteur en Amazonie, sa valeur est comprise instantanément. L'or est le seul langage financier parlé couramment depuis plus de 5000 ans. Pour bien saisir l'enjeu actuel, il faut remonter un peu le temps. Pendant des siècles, les monnaies étaient directement liées au métal jaune. C'est ce qu'on appelait l'étalon or. Mais le grand tournant a eu lieu en 1971, lorsque les États-Unis ont mis fin à la convertibilité du dollar en or. Depuis cette date, nous vivons dans un monde de monnaie fiat, ou monnaie fiduciaire. Elle ne repose sur qu'une seule chose, la confiance envers les gouvernements. Un billet de 50 € n'a de valeur que parce que la Banque Centrale Européenne vous dit qu'il en a un. Si l'institution s'effondre, votre billet n'est qu'un vulgaire morceau de coton. Le deuxième problème, c'est que les États peuvent imprimer de la monnaie à l'infini, ce qui dilue avec certitude votre épargne. L'or, lui, est en quantité limitée sur Terre et ne dépend d'aucun État ou d'entreprise. Sa valeur réside dans l'objet lui-même, pas dans une promesse. C'est pour ça qu'on dit que l'or est une réserve de valeur. C'est le seul actif au monde qui ne peut pas être dévalué par une planche à billets. Et c'est précisément cette confiance qui est en train d'être remise en cause aujourd'hui. Les causes de l'explosion de l'or. Maintenant que nous avons les bases, entrons dans le vif du sujet. Pourquoi l'or a-t-il pris une trajectoire verticale ces 2 dernières années? Ce n'est pas le fruit d'une seule conséquence ou du hasard, mais un système monétaire vieux de 50 ans qui est en train de se fissurer sous nos yeux. C'est un véritable séisme géopolitique et financier. Pour comprendre la principale raison de l'explosion de l'or, il faut remonter en 1974. Après le choc pétrolier, les États-Unis signent un pacte avec l'Arabie Saoudite. Le deal est simple. Washington assure la sécurité militaire du royaume et fournit l'armement. En contrepartie, les Saoudiens s'engagent à vendre leur pétrole exclusivement en dollars US. Pourquoi est-ce si important? Parce que comme le rappelle souvent l'économiste Charles Gave, l'économie n'est que de l'énergie transformée. Sans pétrole, un pays moderne s'arrête de fonctionner. En liant le dollar et l'énergie, les États-Unis ont créé une demande artificielle pour leur monnaie. Chaque pays sur Terre a été contraint d'acheter et de détenir des dollars. Non pas par choix, mais par nécessité d'acheter son pétrole. On pourrait vulgariser en disant que le dollar a désormais un étalon pétrole. Mais ce système qui semblait inébranlable a connu son véritable point de rupture au début de la guerre en Ukraine. Pour punir la Russie, l'Occident lui a immédiatement mis des sanctions, comme le gel des 300 milliards de dollars de réserves russes. En réalité, le message envoyé au reste du monde est bien plus grave. Votre épargne en dollars ne vous appartient uniquement si vous êtes d'accord avec la politique de Washington. Et des pays comme la Chine, qui détiennent des montants colossaux de dettes américaines, ont réalisé que leurs réserves pouvaient être effacées en un seul clic si les tensions montent. Mais la sanction la plus contraignante pour la Russie à court terme a été l'expulsion du système SWIFT. Pour bien comprendre SWIFT, c'est une société pour les télécommunications financières interbancaire mondiale. Ce n'est pas une banque, c'est le système de messagerie sécurisé du monde. C'est lui qui permet à 11 000 banques dans 200 pays différents de communiquer en toute sécurité. En débranchant la Russie, on l'a virtuellement coupé du commerce mondial. De ce fait, la Russie a dû trouver un autre moyen pour commercer, pour pouvoir exporter son pétrole. Et une idée qui a été testée mais pas à grande échelle a refait surface. Vendre le pétrole en une autre devise.
devises, comme la roupie, le renminbi ou le rouble, pour pouvoir passer à travers les sanctions américaines. Et ce qui devait être une sanction ponctuelle a eu un effet beaucoup plus profond. Cela a ouvert la porte à une idée jusque-là marginale, sortir du système dollar. Un événement majeur est passé inaperçu pour beaucoup en juin 2024. L'accord cinquantenaire sur le pétrodollar est arrivé à son terme et n'a pas été renouvelé de manière exclusive. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite vend son pétrole à la Chine en renminbi et à l'Inde en roupie. Mais pourquoi je vous parle du dollar et du pétrole alors que c'est une vidéo sur l'or? Eh bien en fait, tout est lié. Car maintenant que le dollar a perdu son monopole sur l'énergie, les banques centrales étrangères comme la Russie, l'Inde ou encore la Chine veulent se libérer de l'emprise américaine. L'intérêt de garder des milliers de milliards de dollars dormants diminue chaque jour. Si vous n'avez plus besoin de dollars pour faire fonctionner vos usines, pourquoi subirez-vous l'inflation américaine? Les banques centrales vendent donc leurs bons du trésor US, la dette américaine, pour acheter de l'or. Un lingot d'or dans un coffre à New Delhi ou à Pékin ne peut pas être désactivé à distance. Il n'a pas non plus besoin d'autorisation des États-Unis pour exister. Elles sortent d'un système politique pour entrer dans un système physique. Il y a un deuxième pilier qui pousse l'or vers des sommets. L'incertitude qui plane sur les montagnes de dette mondiales et l'incapacité des États à le rembourser. Pour bien comprendre l'enjeu, il faut distinguer les deux concepts de l'or. On a vu plus haut que l'or est une réserve de valeur. Il conserve le pouvoir d'achat. Mais c'est aussi et surtout la valeur refuge ultime. Une valeur refuge, c'est l'actif vers lequel tout le monde se rue quand le doute s'installe. Pendant plus de 80 ans, les investisseurs se réfugiaient dans les obligations d'État, la dette des pays riches. Mais en 2026, un doute majeur est apparu. Ces États sont-ils réellement capables de rembourser leurs dettes? Dans un monde construit sur de la dette, l'or est le seul actif qui ne peut pas faire faillite. Il a tenu 5000 ans sans jamais tomber à zéro, contrairement à toutes les monnaies papier de l'histoire. Le mur de la dette, l'exemple vertigineux des États-Unis et de la France. Le phénomène qui touche la planète entière aujourd'hui, c'est l'endettement généralisé. Nos économies tournent uniquement grâce à la dette. Mais nous avons atteint un point de rupture. Prenons le cas des États-Unis car c'est le thermomètre du monde. Le coût de leur dette a explosé avec la remontée des taux d'intérêt. Aujourd'hui, les États-Unis dépensent chaque année autant d'argent pour payer uniquement les intérêts de la dette que pour l'intégralité du budget de la défense. C'est colossal. On parle quand même du pilier central de la puissance américaine, le gendarme du monde. Voir les intérêts de la dette dépasser ce poste budgétaire est un signal sans précédent. Mais pour nous, en France, la situation est tout aussi critique. Actuellement, notre premier poste de dépense est l'éducation nationale, qui s'élève à 64 milliards d'euros, suivi de près par la défense. Mais juste derrière, on retrouve la charge d'intérêt de la dette, qui s'élève actuellement à 50 milliards d'euros par an. À ce rythme, les projections pour 2030 pourraient s'élever à plus de 100 milliards d'euros par an. Si cela arrive, payer la dette deviendra le premier poste des dépenses, devant les écoles, les hôpitaux ou l'armée. On ne finance plus l'avenir, on finance les erreurs du passé. C'est pour ça que de plus en plus de particuliers cherchent à reprendre leur épargne en main. Pour vous aider à commencer, j'ai fait une vidéo sur les ETF, un instrument financier qui vous aide à rendre la bourse passive et diversifiée. Et si vous voulez savoir ma stratégie, j'ai tout détaillé dans cette vidéo. Mais il existe un troisième pilier que j'aimerais aborder. L'inflation et l'impasse dans lequel se trouvent les banques centrales. Car au fond, si les États s'endettent, ce n'est pas seulement une question budgétaire. C'est aussi un problème monétaire. Pour bien comprendre ce qu'il se joue, il faut d'abord revenir à la base. La Banque centrale est une institution qui pilote la monnaie d'un pays ou d'une zone économique. Aux États-Unis, c'est la Réserve fédérale, la Fed. Et en Europe, c'est la Banque centrale européenne. Leur mission officielle est simple. Maintenir une inflation autour de 2% par an, préserver la confiance dans la monnaie et assurer le bon fonctionnement du système financier. En réalité, leur pouvoir est immense. Ce sont elles qui fixent les taux d'intérêt directeurs, c'est-à-dire le prix de l'argent. Lorsque les taux sont bas, emprunter devient facile. Les ménages consomment, les entreprises investissent et les États peuvent continuer à s'endetter à moindre coût. A l'inverse, lorsque les taux montent, les crédits deviennent plus chers, ce qui ralentit l'économie. Mais pendant plus de 10 ans, après la crise de 2008, les banques centrales ont inondé l'économie de liquidités. Des milliers de milliards d'euros ou de dollars ont été injectés dans le système à travers des rachats d'obligations. Pendant un temps, cette stratégie a permis de soutenir artificiellement la croissance et d'éviter l'effondrement des marchés. Mais cette politique a eu un coût. Lorsque trop de monnaie est créée dans un laps de temps relativement court, sans augmentation équivalente de la production de biens et de services, la conséquence naturelle finit par apparaître. L'inflation. Et c'est précisément ce que nous observons depuis 3 ans. Le prix de l'énergie, de l'alimentation, du logement et des biens du quotidien ont fortement augmenté. Pour les ménages, c'est une perte directe de pouvoir d'achat. Pour les investisseurs, cela signifie que la monnaie perd progressivement de sa valeur. C'est à partir de là que les banques centrales entrent dans une véritable impasse. D'un côté, elles ont l'obligation de combattre l'inflation. Pour cela, elles doivent augmenter leur taux d'intérêt afin de freiner la consommation et de casser la hausse des prix. Mais de l'autre côté, les taux élevés rendent le coût de la dette beaucoup plus lourd pour les États. Et c'est ici que tout se
se rejoint avec la partie précédente. Plus les taux montent, plus les intérêts de la dette explosent. Autrement dit, pour combattre l'inflation, les banques centrales prennent le risque d'asphyxier les États déjà surendettés. C'est un équilibre presque impossible à tenir. Si elles montent les taux trop fortement, elles ralentissent l'économie, mettent les entreprises sous pression, fragilisent l'immobilier et rendent la dette potentiellement insoutenable. Mais si elles s'arrêtent trop tôt ou recommencent à imprimer de la monnaie, elles alimentent une nouvelle vague inflationniste et détruisent encore davantage la confiance dans la devise. C'est précisément cette perte de confiance qui pousse les investisseurs et les banques centrales à se tourner vers l'or. Car contrairement à une monnaie papier, l'or ne peut pas être imprimé. Et dans un monde où les banques centrales sont prises entre la dette, l'inflation et le ralentissement de l'économie, l'or devient naturellement l'actif de confiance. Finalement, la hausse de l'or n'est pas seulement un phénomène spéculatif. Elle est l'effet d'un doute profond sur la capacité du système monétaire actuel à rester stable dans les années à venir. Et c'est peut-être là le véritable message du marché. L'or ne monte pas parce qu'il devient plus précieux, l'or monte parce que les monnaies papier inspirent moins confiance. J'aurais pu aussi vous parler des tensions géopolitiques entre l'Iran et l'Ukraine, de la pénurie dans les mines, car l'or est de plus en plus profond, et donc beaucoup plus difficile à extraire, ce qui fera augmenter naturellement son prix dû à sa rareté sur le marché. Ou encore l'effet des ETC, qui facilite l'achat pour les particuliers. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'explosion de l'or n'est pas due à une seule chose. C'est la convergence de ces trois piliers qui crée un séisme financier. Car pour faire bouger le cours de l'or, il faut une quantité astronomique d'argent. Car on parle du plus gros marché financier mondial, avec une capitalisation totale qui dépasse les 32 000 milliards de dollars. Finalement, il faut changer de perspective. L'or est l'élément fixe, le rocher au milieu de la tempête. Ce qui est en train de s'effondrer sous nos yeux, c'est le pouvoir d'achat des monnaies papier et la confiance que nous accordons à ceux qui les impriment. Après avoir compris pourquoi l'or explose, une question encore plus importante se pose. Où se trouve physiquement cet or et qui détient le pouvoir aujourd'hui? Officiellement en 2026, les États-Unis restent en tête du classement mondial, avec plus de 8100 tonnes d'or, conservées en grande partie à Fort Knox. Pour Washington, c'est l'ultime garantie de la crédibilité du dollar. En deuxième position, on retrouve l'Allemagne avec plus de 3300 tonnes, suivi de l'Italie et de la France qui détiennent environ 2400 tonnes chacune. Mais le vrai sujet, ce ne sont pas les stocks affichés, mais les vrais mouvements. Depuis 20 ans, les pays occidentaux ont stabilisé leurs réserves, alors que les pays de l'Est les ont fait exploser. La Chine et la Russie achètent de l'or chaque mois, sans exception depuis des années. De nombreux experts estiment que les réserves réelles de la Chine pourraient être 2 à 3 fois supérieures aux chiffres officiels. Pourquoi? Parce que pour ces puissances, l'or est l'arme de guerre qui permettra à terme de se passer définitivement du dollar. Alors que du côté des États-Unis, c'est plutôt l'inverse. Début 2025, Donald Trump et Elon Musk ont relancé l'idée d'un audit complet de Fort Knox pour voir si toute l'or était bien là. Mais bizarrement, cette idée de transparence totale est vite passée au second plan. Mais en fait, d'où vient l'or que les banques centrales s'arrachent? L'or est une ressource finie, et l'extraire devient chaque année de plus en plus compliqué. Mais aujourd'hui, les trois plus gros producteurs d'or sont la Chine, l'Australie et la Russie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'offre est sous tension. On a déjà extrait l'or facile, celui qui se trouvait près de la surface. Aujourd'hui, pour extraire quelques grammes d'or, il faut parfois traiter plusieurs tonnes de roches. C'est pour ça que les coûts d'extraction explosent. Il faut plus d'énergie, plus de machines et plus de technologie pour un rendement qui baisse. En 2026, nous sommes proches de ce qu'on appelle le peak gold, le moment où la production mondiale commence à décliner structurellement. Mais extraire l'or ne suffit pas à le rendre monnayable sur les marchés internationaux. Pour qu'un lingot soit accepté par les banques centrales ou les investisseurs, il doit être raffiné et certifié. Et là, le centre du monde n'est ni les États-Unis ni la Chine, mais un petit pays. La Suisse. C'est un point que peu de personnes connaissent, mais 60 à 70% de l'or mondial transite par la Suisse. Mais pourquoi la Suisse? Pour sa neutralité historique, sa précision technique et surtout leur capacité à obtenir le label London Good Jewelry. C'est ce certificat qui vous garantit la pureté de l'or à 99,9%. Sans cette certification, votre or perd de la liquidité sur les marchés. Autrement dit, l'or ne se contente pas d'augmenter. Il change de main, de territoire et redessine progressivement l'équilibre des puissances mondiales. À ce stade de la vidéo, vous vous posez sûrement une question concrète. Comment pouvez-vous, vous aussi, prendre position dans ce métal précieux? Il existe 3 méthodes principales pour investir dans l'or. Elles présentent des avantages et des inconvénients totalement différents. Mais surtout, elles ne sont pas logées à la même enseigne sur le plan fiscal en 2026. Voyons ensemble laquelle correspond le mieux à votre profil.
La première option est sans doute la plus simple pour débuter. Ce sont les ETC, pour Exchange Trade Commodities. On le surnomme souvent l'or papier. L'avantage majeur ici est l'accessibilité. Vous vendez et achetez vos parts en un seul clic sur un compte titre, exactement comme une action. Les frais sont extrêmement réduits, souvent inférieurs à 0,20% par an. Et vous n'avez aucun souci de stockage et de sécurité à gérer. Cependant, l'inconvénient est que vous ne possédez pas physiquement le métal. En cas de crise systémique majeure, vous dépendez de la solidité de l'émetteur du titre. Et l'autre inconvénient est qu'il n'est pas éligible au PEA. Concernant la fiscalité en 2026, c'est la flat tax qui s'applique. Elle a encore augmenté au dernier projet de loi de finances en janvier. Donc vous serez taxé à hauteur de 31,4% sur les plus-values à la revente. Zoomons sur les 3 meilleurs ETC disponibles. En premier, l'iShares, l'Investco et la Mundi. Ces 3 fonds sont relativement similaires. Des frais de 0,12%, une très bonne liquidité et une taille de fonds largement suffisante. Le seul élément à regarder est la société de gestion. Donc faites vos propres recherches pour savoir dans laquelle société vous avez le plus confiance. Si la simplicité des ETC est séduisante à court terme, certains d'entre vous préféreront sans doute posséder réellement ce qu'ils achètent. C'est là qu'intervient l'investissement traditionnel. La deuxième méthode est l'achat d'or physique, sous forme de lingots ou de pièces. Son avantage principal est la détention réelle. Vous possédez un actif qui n'est la dette de personne et qui ne peut pas être désactivé numériquement. Les pièces comme le célèbre Napoléon ou le Louis d'or possèdent même une prime. Ce qu'on appelle une prime, c'est simplement la différence entre la valeur du poids de la pièce en or et la valeur de la pièce. On va prendre un exemple avec le Napoléon 20 francs pour être plus clair. Au moment de l'écriture de cette vidéo, le kilo d'or s'échange à environ 125 558 €, soit 125,55 € le gramme. On peut voir que notre pièce contient 5,80 grammes d'or pur. Elle vaudrait théoriquement 729 €. Pourtant, elle se vend 794 €. Cette différence de 9%, c'est la prime. Elle varie selon l'offre et la demande. Donc si vous achetez la pièce avec une prime beaucoup trop haute, vous pouvez perdre de l'argent même si l'or est en train d'augmenter. Passons maintenant aux inconvénients de l'or physique. Les frais de commission. Prenez environ 2 à 5% de frais selon l'établissement. Les courtiers en ligne sont souvent moins chers que les établissements bancaires traditionnels. Mais vérifiez bien le cours de l'or avant d'en acheter ou d'en vendre, car ils peuvent aussi appliquer un spread. Pour rappel, le spread, c'est la différence entre la valeur réelle de l'actif et le prix qu'on vous propose. Il y a ensuite la question du stockage. Louer un coffre en banque coûte entre 75 et 400 € par an. Mais faites bien attention au plafond d'assurance. Si vous passez par une société de garde spécialisée, prévoyez environ 1% de la valeur de votre stock chaque année, pour une sécurité maximale et une assurance totale. Il y a aussi la possibilité de garder l'or chez soi. Cela représente un risque de vol et une augmentation de l'assurance. Mais conserver l'or à domicile n'est pas forcément une mauvaise idée, car il y a un risque que beaucoup de monde sous-estime. La réquisition de l'or par l'État dans les coffres des banques. Cette hypothèse n'est pas à prendre à la légère, avec la situation économique, géopolitique et le surendettement de la France qui commence à être de plus en plus critique. Historiquement, cela s'est produit en 1933 aux États-Unis, pendant la Grande Répression de 29, avec l'Executive Order 6102. Ce décret imposait à tous les citoyens américains de céder leur or à la Réserve fédérale américaine. Ou encore un cas encore plus récent, en 1966 en Angleterre. La fiscalité sur l'or physique est très particulière et peut être très avantageuse. À la revente, vous avez deux choix. En premier, une taxation forfaitaire de 11,5% sur le montant total de la vente. Ce choix peut être intéressant si vous avez une grosse plus-value en très peu de temps. Mais voici la deuxième option que vous pouvez choisir. Le régime des plus-values taxé à 36,2%. Ce second choix est disponible uniquement si vous possédez un certificat d'authenticité. Un document qui atteste l'origine de l'or, la date d'achat et le numéro de série. Le régime taxé à 36,2% est beaucoup plus intéressant, car vous bénéficiez d'un abattement de 5% à partir de la troisième année. Donc au bout de 22 ans, vous n'avez plus aucune fiscalité. C'est un outil parfait pour le très long terme. Mais pour ceux qui trouvent que l'or physique est trop contraignant, il existe une troisième voie beaucoup plus agressive, mais très différente. Cette méthode consiste à ne pas acheter l'or lui-même, mais les entreprises qui gravitent autour de son extraction. On peut diviser cet investissement en deux catégories. D'abord, vous avez les sociétés minières classiques comme Newmont ou Barrick Gold. Ici, vous investissez dans l'outil de production. L'avantage numéro 1 est l'effet de levier, car historiquement, quand l'or monte de 10%, les actions minières peuvent grimper de 20 à 30%, car leur profit explose une fois les coûts fixes couverts. En prime, contrairement au métal physique qui est un actif stérile, ces sociétés versent souvent un dividende régulier. Cependant,
Cependant, l'inconvénient majeur reste le risque opérationnel. Une mine peut subir une grève, un accident technique ou une décision politique locale qui ferait chuter le titre, même si le cours de l'or est en train d'augmenter. Et en plus, elles ont toutes les problématiques d'une entreprise. La rentabilité, les décisions du management et la fiscalité. C'est un placement beaucoup plus volatile et qui demande une connaissance accrue et un suivi constant de l'entreprise. Pour limiter ce risque tout en restant exposé au secteur, il existe une alternative stratégique, ce qu'on appelle les vendeurs de pelles. Cette expression fait référence à la ruée vers l'or au 19e siècle, où ceux qui se sont vraiment enrichis n'étaient pas forcément les mineurs, mais ceux qui vendaient le matériel. Dans le contexte de 2026, il s'agit d'investir dans les entreprises qui fabriquent les machines, comme Caterpillar, ou les sociétés royalties, qui louent les terrains aux exploitants de mines. Ces entreprises ne gèrent pas des mines directement, elles financent les projets en échange d'un droit sur les productions futures. Vous bénéficiez de la hausse de l'or et de l'effet de levier des minières. C'est une manière beaucoup plus stable et résiliente d'être exposé indirectement en métal jaune. Côté fiscalité, c'est très simple. Vous passerez par un compte titre, soit la flat tax de 31,4% sur les plus-values. En résumé, l'or n'est pas un investissement comme les autres. Ce n'est pas un pari sur la hausse d'un cours. C'est avant tout une protection contre l'incertitude et l'inflation. Comme nous l'avons vu, il n'existe pas une seule meilleure façon d'investir. Chaque méthode a ses avantages, ses inconvénients et un rôle précis selon votre stratégie. De mon point de vue, l'or physique est réellement percutant à partir de 3 à 5 000 euros de capital, ou si votre horizon de temps est de très long terme, entre 25 et 30 ans. N'oubliez jamais d'inclure les frais de garde et de commission dans le calcul de rentabilité. A l'inverse, les ETC restent le moyen le plus accessible et le moins chargé en frais pour suivre le cours au quotidien. Quant à l'investissement indirect, c'est un tout autre exercice. Il faut être prêt à accepter le risque du marché action, mais cela permet de bénéficier d'un dividende et d'un effet de levier puissant sur la hausse du métal. Mais en fait, tout dépendra de votre aversion au risque, mais surtout de vos connaissances sur le secteur et des actions en général. Je pense que ce n'est pas le meilleur moyen pour commencer si vous êtes un débutant. Personnellement, j'ai investi 5% de mon portefeuille dans l'ETC Or, d'iShares. Je l'utilise principalement pour ajouter de la stabilité sur mon portefeuille et surtout pour la décorrélation avec le marché action, sur lequel je suis très investi. Mais si vous voulez en savoir plus sur ma stratégie globale, je vous conseille d'aller voir ma dernière vidéo sur mon portefeuille, avec mes actions, mes ETF, BRICS et mon stock picking. Mais l'idée centrale à retenir pour 2026 est la suivante. Ne voyez pas l'or comme un outil pour devenir riche rapidement, mais plutôt un moyen de rester riche demain, peu importe les secousses du système monétaire. La clé réside dans la diversification de vos points d'entrée, dans la surveillance des primes et surtout le maintien d'une vision long terme. Avant de se quitter, j'aimerais vous parler du livre qui m'a inspiré cette vidéo, Les mondes de demain de Charles Gave. Il y décrypte les 20 prochaines années, comme la fin du dollar ou le cercle de Valérie Pieris, la zone qui concentre la majorité de la population et la croissance mondiale. Mais ce sera sûrement le sujet d'une prochaine vidéo. Le livre est une lecture accessible et passionnante pour quiconque s'intéresse à l'économie. Je vous mets le lien en description. Dites-moi en commentaire quelle est votre stratégie actuelle. Vous êtes plutôt hors physique ou hors numérique? Dans la prochaine vidéo, on change de registre. Je vais tester 5 applications pour acheter du Bitcoin et on va comparer les frais jusqu'au transfert sur une ledger. En attendant, je vous laisse avec ma vidéo sur mon portefeuille complet ou la vidéo sur les marchés émergents. D'ici là, restez disciplinés, continuez d'apprendre et prenez bien soin de vos finances. À très vite.